Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous avez pu bien le voir, mais je vous propose aujourd'hui de construire une servante d'atelier qui, à part faire le pitre, peut aussi servir à déplacer des morceaux de bois d'un point à l'autre de l'atelier et peut aussi servir de plan de travail supplémentaire. Comme vous pouvez le voir sur le plan téléchargeable, le design est assez simple et permet de charger facilement la tablette intermédiaire, contrairement au modèle avec un montant à chaque coin. La hauteur idéale est bien sûr fonction de chacun. À titre d'exemple, j'ai choisi de construire la mienne un peu plus basse que la hauteur de ma scie circulaire pour pouvoir éventuellement m'en servir comme table de sortie. Les assemblages sont un peu plus compliqués que nécessaire, mais donnent une grande solidité et sont aussi un prétexte à présenter quelques techniques, ainsi qu'un gabarit de défonceuse qui vous resservira de nombreuses fois. Bien sûr, on peut aussi tout faire avec une scie et un ciseau à bois, mais ça risque de prendre un peu plus de temps. En tout cas, il va falloir du bois, et personnellement, je ne devrais pas avoir à aller le chercher trop loin, puisqu'il me reste de grosses chutes de mon établi. C'est dû être un bois relativement dur, qui ne devrait pas trop plier sous les contraintes assez faibles qu'on va lui soumettre, mais si vous utilisez un bois plus léger, je vous suggère peut-être d'augmenter légèrement les sections proposées. Ah ben voilà! Et si j'ajoute ce que je viens de trouver dans ma seconde réserve, je devrais avoir largement de quoi faire. La première étape consiste bien sûr à examiner le bois et à tracer les formes des différents morceaux. Le délignage peut se faire à la scie circulaire sur rail, sous table à l'aide d'un chariot, mais ces derniers temps j'utilise beaucoup ma scie à ruban qui me permet de couper des planches pas très planes sans gros problème de stabilité. Pour le tronçonnage, j'utilise la scie sauteuse en laissant 5 ou 6 cm de plus que la longueur finale. Ensuite, on passe au dégauchissage sur une première face, puis sur le champ, et au rabotage. On obtient alors un petit tas prêt pour l'étape suivante. Vous remarquerez que j'ai repéré mes pièces sur le bois debout pour ne pas effacer mon marquage lors du corroyage et que j'ai des pièces supplémentaires marquées d'un S qui me serviront de pare-éclat par la suite. Pour un projet plus exigeant, j'aurais laissé un petit peu de gras histoire que le bois s'habitue à sa nouvelle forme, quitte à recorroyer plus tard, mais là tout est aux dimensions finales, sauf la longueur pour laquelle j'ai laissé 5 ou 6 cm de plus, et le seul temps de repos que le bois va avoir, c'est le temps qu'il va nous falloir pour construire ce gabarit pour défonceuse qui va nous permettre de réaliser des assemblages très précis. Grâce à l'angle bien droit ici, il suffit de disposer le premier bord du gabarit à l'endroit voulu et de prendre en sandwich la pièce de bois à insérer avec le deuxième bord pour pouvoir fraiser un logement hyper précis. Vous en voulez un? Eh bien vous allez voir que c'est pas très difficile à fabriquer. Pour ce gabarit, on aura besoin de contreplaqué de 15 mm environ, de baguettes de bois dur et d'un peu de quincaillerie. Les dimensions sont à adapter en fonction de votre défonceuse, mais celle du plan que vous pouvez télécharger sur la page de la vidéo fonctionne pour la plupart des modèles. Je découpe mon contreplaqué. Puis je colle mes baguettes sur les champs. Cette étape est optionnelle, mais on verra tout à l'heure que c'est ça qui permet d'assurer la longévité du gabarit. Pour faciliter le collage, je les ai gardées plus épaisses que le contreplaqué.
Il me suffit donc de mettre sous presse en m'assurant que le bois massif dépasse bien des deux côtés. Après démoulage, j'élimine les coulures de colle et j'enlève le surplus de bois massif avec un rabot. J'en profite aussi pour rectifier le champ afin d'être sûr d'avoir une droite parfaite. Si on n'a pas de rabot, on peut utiliser une fraise à roulement à la volée et quelques accessoires. Ou sous table avec un guide rapporté au-dessus de la fraise. Il est possible d'utiliser une fraise droite classique, mais le roulement est bien pratique pour aligner le guide. Dès que le roulement ne touche plus, c'est qu'on est en place. On peut alors passer un petit coup de dégauchisseuse sur les champs avant de retourner à la défonceuse sous table pour usiner une petite feuillure de 3 ou 4 mm de large et un peu plus haute que la hauteur des bagues à copier. Je découpe ma planche à la scie à ruban ou à la scie sauteuse, ce qui me permet d'alléger le gabarit et de récupérer du bois pour la dernière pièce. Je coupe à longueur. Ensuite, je fraise les rainures en plusieurs passes. Et je perce les trous pour la quincaillerie. Pour localiser le centre de ceux-ci, on peut utiliser le plan ou céder des pièces déjà réalisées, ce qui évite des problèmes d'alignement. J'ai choisi ici un insert à frapper pour lequel je perce un trou de grand diamètre pour ne pas qu'il dépasse et un trou de plus petit diamètre pour le reste. Il ne reste plus qu'à assembler le tout en soignant bien l'équarrage. J'utilise de la colle et quelques clous pour maintenir en place pendant que ça sèche. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire une première passe avec la défonceuse pour pouvoir s'en servir. En effet, le principe du gabarit, c'est d'offrir une surface d'appui bien droite et solide sur laquelle va venir s'appuyer une bague de copiage. C'est pour cette raison qu'on a renforcé le champ du contreplaqué avec du bois dur, parce que le contreplaqué a tendance à marquer et la droite n'est plus très droite au bout de quelques utilisations. La passe inaugurale vient enlever le surplus et donne la surface que l'on pourra disposer exactement à l'endroit voulu pour fraiser nos pièces de bois. Alors bien sûr, ce gabarit ne fonctionne que pour un couple bague-fraise donné, et si on pourrait théoriquement utiliser un autre couple dont la différence de diamètre est la même, je le recommande pas forcément parce que les écarts d'usinage, les tolérances des constructeurs font qu'il pourrait y avoir quelques petits dixièmes d'écart. Alors vous allez peut-être me dire que l'on aurait pu éviter la bague de copiage et utiliser plutôt une fraise à roulement, mais je répondrai que les fraises à roulement sont plus grosses que les fraises droites plus traditionnelles, et donc que la largeur minimale de fraisage est plus importante, et puis les fraises à roulement sont plus chères. Bon, on aurait pu aussi appuyer la semelle de la défonceuse sur une baguette bien droite installée le long du gabarit. Oui, mais dans ce cas, il faut être absolument sûr que la fraise est bien au milieu d'une semelle de défonceuse bien concentrique, ou appuyer la machine toujours au même endroit. Enfin bref, on peut faire plusieurs versions de ce gabarit et c'est à vous de choisir l'option qui vous paraîtra la plus juste pour passer au fraisage réel des pièces, mais auparavant, il est déjà temps de poncer si vous aviez prévu de le faire. Et oui, vu que le gabarit reproduit exactement la largeur de la pièce, ce serait dommage de se retrouver avec une ouverture un poil trop grande due à l'enlèvement de matière dû au ponçage. Personnellement, j'ai la chance d'avoir une calibreuse qui va enlever régulièrement de la matière de la même façon sur tous les morceaux et ils seront donc interchangeables, mais sinon peut-être que ça vaut le coup de bien repérer vos pièces si vous enlevez beaucoup de matière au ponçage.
On va commencer par les assemblages les plus simples, ceux qui sont situés au milieu des montants et pour lesquels la précision requise n'est pas extrêmement forte puisque j'ai une surlongueur qui me permettra de couper en fonction des encoches que je vais faire. Pour la largeur, on a notre gabarit, et pour l'épaisseur, on va faire quelques pièces d'essai puisqu'il faut fraiser exactement la moitié de l'épaisseur du bois. Pour faire ces essais, j'installe 2 pièces que je vais fraiser aux extrémités. Vous vous rappelez que j'ai un peu de surlongueur, et 2 autres qui vont me permettre de bien caler mon gabarit pour ne pas qu'il bascule, et j'immobilise en position. On fraise 2 pièces, et on corrige éventuellement de la moitié de l'écart constaté. Au passage, on peut voir que l'on a un peu d'arrachement sur la deuxième pièce, ce qui est normal puisque les fibres n'étaient pas soutenues à cet endroit. Il faudra donc prévoir une pièce martyre. Pour la largeur de l'encoche à fraiser, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très facile. Il suffit de prendre en sandwich la pièce que l'on va insérer. Plus on appuie fermement sur la mâchoire, moins l'assemblage a de jeu. Quant à la perpendicularité de l'encoche par rapport à la pièce, elle est assurée par le gabarit, avec encore une fois l'angle bien droit que l'on a ici. Mais il faut évidemment que la pièce soit bien au contact de cette partie-ci du gabarit. Vu qu'il y a quand même pas mal de bois à enlever, il faut faire plusieurs passes et être un peu patient. Après fraisage des traverses selon le même principe, on obtient un joli assemblage à mi-bois. Pour les traverses du haut et du bas, on aurait pu réaliser le même assemblage à mi-bois, ouvert à une extrémité, mais vu que l'on fabrique un meuble pour l'atelier, c'est l'occasion d'essayer de nouveaux assemblages. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir fraiser de chaque côté des traverses et s'arranger pour que les épaulements soient pile les uns en face des autres. Pour ça, le plus simple, c'est bien sûr d'utiliser des butées sur lesquelles on va venir appuyer les extrémités des traverses que l'on peut couper dès maintenant. De même, je coupe mes montants à longueur en me servant de l'encoche du milieu comme référence. L'organisation est très simple puisque je commence par immobiliser mon gabarit sur une des pièces supplémentaires. Ensuite, je glisse ma première traverse à fraiser en position. Et j'installe ma butée que j'immobilise avec 2 serre-joints. Il ne me reste plus alors qu'à installer un pare-éclat et à l'immobiliser avec des serre-joints. Après le retournement de la pièce et un nouveau fraisage, on obtient un truc comme ça. Pour les assemblages situés aux extrémités des montants, on a comme toujours plusieurs possibilités. On peut tout d'abord considérer que c'est comme une mortaise ouverte et utiliser la défonceuse, à condition d'ajouter des cales d'épaisseur sur le guide parallèle, mais le problème c'est que la profondeur de fraisage risque d'être insuffisante. Il faudra alors terminer le travail à la main. La seconde solution, c'est d'utiliser la scie à ruban. Avec le guide parallèle amélioré que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, on peut réaliser des découpes précises et terminer le travail au ciseau à bois. Cela dit, c'est tout de même la troisième méthode la plus simple et la plus rapide, mais il faut disposer d'une toupie. Avec un disque à rêner et un chariot, c'est presque trop facile. Et voilà l'assemblage. Pas mal, hein?
Ensuite vient la partie un peu plus délicate de la croix de renfort. Heureusement, celle-ci est tout à fait optionnelle et on peut simplement la remplacer par 2 planches que l'on fixera avec des vis. Cette solution est tout aussi valable, mais faire un assemblage là au milieu va me permettre de tester un peu plus les possibilités de mon gabarit. En effet, on va appliquer le même principe d'assemblage à mi-bois, si ce n'est que l'on ne va pas utiliser l'angle droit qui est ici bien sûr, et que l'on va fraiser les 2 morceaux à la fois pour être sûr d'avoir exactement le même angle. Je commence par faire un traçage approximatif de l'encoche. J'aligne mes 2 morceaux. Je règle mon gabarit. Et j'installe celui-ci en utilisant les morceaux supplémentaires de la même épaisseur que ceux que je vais fraiser. Comme vous le voyez, il faut bien immobiliser tout ça, et ici aussi prendre son temps pour le fraisage. Ensuite, je repère l'extrémité ou l'épaulement du tenon, si on a prévu de faire un véritable tenon, qui se situe à 38,8 cm de l'assemblage que je viens de réaliser. Et je m'aide du fait que mon établi est bien perpendiculaire pour pouvoir les tracer. Bien sûr, on peut aussi faire la même chose en reportant l'angle de l'encoche divisé par 2, mais le fait d'éviter de mesurer améliore en général la précision, tout comme le fait de couper les 2 morceaux l'un sur l'autre pour avoir la même longueur. Enfin, pour fixer la croix de renfort sur les montants, le plan que je vous propose prévoit un assemblage à tenon mortaise traditionnel avec une cheville de renfort pour éviter tout déboîtement, mais le fait d'avoir un épaulement oblique complique un peu les choses. Du coup, je vais tricher un peu et je vais utiliser ma domino. Ce ne sera pas tout à fait aussi solide, mais ça devrait aller quand même. Et si vous n'avez pas de domino, on peut tout à fait faire le même assemblage avec une défonceuse et un gabarit de mortaisage. Pour terminer la structure de la servante, il ne me reste plus qu'à assembler les grandes traverses sur les plus petites. Et là aussi, je vais tricher en utilisant des faux tenons. Et on peut bien sûr utiliser des vrais ou des vis biaises ou que sais-je encore. Alors si vous avez choisi la version avec la croix de renfort, je vous conseille de ne pas mesurer à partir du plan, mais plutôt de faire un assemblage à blanc et de relever directement la mesure comme ceci. Si par contre vous prévoyez juste des planches de renfort, il y a moins besoin d'être précis. Et voilà, on peut maintenant passer au collage. Par contre, ça fait quand même pas mal d'assemblages à gérer en même temps et il est sans doute judicieux de diviser le travail en 2 parties. D'abord les côtés et la croix, et seulement ensuite l'assemblage final. Quand c'est sec, je corrige les éventuels petits désaffleurs au rabot ou au racloir et je peux me lancer dans la seconde partie du collage.
Et voilà, la structure est en place et il ne reste plus qu'à ajouter quelques planches pour terminer tout ça. Alors si on utilise du contreplaqué, pas de problème, il suffit de s'assurer que les vis ne dépassent pas de la surface. Mais si on utilise du bois massif, il va falloir le laisser travailler. Dans ce sens-là, pas de problème, puisque le bois ne s'allonge que très faiblement dans le sens du fil, mais en largeur, il faut prévoir un moyen d'immobilisation qui autorise le mouvement. Et puis c'est aussi un prétexte pour vous montrer une solution classique pour attacher un dessus de table en bois massif. Toute l'astuce consiste à fraiser quelques mortaises supplémentaires dans lesquelles viendront s'insérer des petits blocs de bois comme ceci. Si le panneau se dilate, on a encore un petit peu de marge, comme ceci. Et s'il se rétracte, pas de problème, il est toujours maintenu. De même, aux extrémités du panneau, la mortaise est suffisamment large pour autoriser un jeu latéral. L'usinage de ces petits blocs ne pose pas de problème particulier, surtout si on les fabrique à la chaîne. Ici, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main et je me retrouve avec le fil du bois dans ce sens-là, mais si vous pouvez, faites en sorte d'avoir le fil dans ce sens-là, c'est un peu plus solide. Après découpe des panneaux, je peux installer celui du dessus, et c'est bien sûr plus facile de renverser la servante à l'envers pour le fixer. Pour le panneau intermédiaire, je ne me suis pas embêté, c'est les encoches qui le maintiennent en place, et il est simplement posé sur les traverses. L'installation des roulettes ne pose pas de problème à condition de pré-percer pour ne pas faire éclater le bois. Enfin, pour amortir les chocs potentiels de la servante avec ce qui se trouve dans l'atelier, j'ai arrondi les coins et ajouté un petit quart de rond tout autour des plateaux. Et alors, et la finition? Eh bien là aussi, comme pour les assemblages, faites des expériences. De l'huile, du vernis, de la cire, peu importe, vu que, encore une fois, c'est un meuble d'atelier. Et puis au pire, si vous n'avez pas le temps, faites comme moi, laissez-le brut. À bientôt pour d'autres vidéos.